C'est bon. Oui, c'est bon. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Galaxy Cinéma. Une émission spéciale, vous le voyez, nous ne sommes pas chez moi comme d'habitude, nous sommes au cinéma L'Étoile de Saint-Médard-en-Jalles, qu'on remercie grandement. Non, ils sont pas derrière, mais ils sont pas loin. Pour une séance spéciale, notamment en partenariat avec Caméo et l'Officine, grâce à qui nous avons pu avoir la personne que j'ai à ma droite ce soir, Frankie Wallach, qui vient nous présenter son long métrage Trop d'amour. Comment ça va, Frankie, ce soir? Ça va très bien, je suis hyper contente d'avoir un micro dans la main. C'est bien, hein? Et d'être avec vous. Super. Mais évidemment, comme chaque émission, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de ma super équipe. Super équipe qui, chaque semaine, change, mais vous voyez, cette semaine, ce ne sont que des gens que vous avez déjà connus. Et notamment Loïs, qui, comme Zidane en 2006, fait son retour. Comment ça va, Loïs? Ça va très bien. Après 5 minutes, ça va aller. Ça va bien se passer. Super. Et au milieu, Agathe, qui a ruiné ma blague en faisant repousser ses cheveux. Mais c'est pas grave, comment ça va? À part tes cheveux, comment ça va ce soir? Ça va très bien, mais j'envisage de les raser. Merci beaucoup. Et enfin, celui qui a le micro noir, le corbeau de cette émission. Comment ça va, Guillaume? Ça va très bien. Super. Donc du coup, vous l'avez entendu, nous allons parler du film Trop d'amour de Frankie Wallach et aussi de lui poser plein de questions sur son film parce que c'est cool qu'elle soit là. Sinon, on parlerait juste entre nous. Je viens de remarquer qu'on a un peu de popcorn au milieu. Si jamais quelqu'un veut en manger, juste mangez-le loin du micro. Ok. Sinon, ça va être compliqué. C'est bon. Et donc voilà, c'est le début de Galaxy Cinéma. Prenez-vous un chocolat et sortez-vous les doigts, on va vous balancer la bande-annonce. Merde. Ah non, il y a un problème, et vous en faites pas. Je suis vraiment désolé, Francky. D'habitude, ça se passe mieux. Ça se passe très bien. Non mais... Par contre, si c'est ça tout du long. En gros, je vous explique, les gens... Ah non, c'est bon, regardez, vous allez avoir la bande-annonce dans une seconde. Mamie, quand tu veux. Waouh! Danse, c'est trop beau. Allez, c'est bien. Je peux danser. Encore. Francky veut faire un film avec moi en vedette. Pour tes 94 ans, j'aimerais que tu existes autrement en tant que déporté. Dans la vidéo, on va demander aux gens s'ils peuvent me donner de l'argent pour financer mon film. Oui, bon, ils vont croire que je suis fauché. Mais non! Et pourquoi tu créerais pas un petit rôle pour moi? Mais c'est sérieux ce projet, pas? S'il vous plaît, silence, plateau! André va te donner des cours de diction, comme les grandes comédiennes. Est-ce que vous avez de la famille dans les camps, vous? Bah non. J'aurais bien voulu voir, vous, les séfarades. Non, mamie, il est arménien, André. Mais ils parlent comme les séfarades. André, vous êtes séfarade? Non, mais c'est pas grave. C'est ta grand-mère qui t'intéresse, c'est ta famille. Alors prends ton iPhone et raconte ton point de vue à toi. Je comprends pas, c'est quoi ton problème? Pourquoi tu dis pas les choses? Tu te rends pas compte, mais ton film, ça commence un peu à peser sur toute la famille, là. C'est normal que tu pleures parce que tu commences à vivre dans ta vie. Et T'as alors pas d'expérience encore, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Si je pleure, c'est parce que je t'aime trop. Non, tu m'aimes pas trop, tu m'aimes bien. De trop, c'est jamais trop. Je veux filmer ma famille parce que je veux tout choper. Je veux filmer le plus possible ma grand-mère. Je veux garder ça. Vous êtes marrant dans cette famille. Est-ce que chez vous, un jour, il s'est rien passé? Et nous voilà de retour, toujours avec Francky. Elle n'a pas fui pendant la pause, c'est très gentil de sa part. Et d'ailleurs, du coup, en fouillant un peu les différentes sources de données que j'ai pu avoir sur ce que tu avais fait avant, bon, déjà, c'était un peu le bordel éparpillé partout. Du coup, je t'ai fait une très jolie page TMDB. C'est bon, maintenant tout est répertorié. Oh, merci. Donc maintenant, quand Spielberg il sera sur Letterboxd, il verra Trop d'amour, il pourra savoir que tu as joué 3 secondes dans Tout simplement noir. Oui. Ou que tu as joué la jeune Michel dans Automne. Oui. Voilà. Ça va jouer dans le film Lagardère. Oui. Il s'appelle Guillaume Lagardère. Donc normalement, on a Jean-Pascal Zadi en fond. Enfin, seul à Jean-Pascal Zadi en Oui, il y a une affiche de Jean-Pascal Zadi normalement au fond, mais bon. Il y a quoi? En gros, on a un fond où derrière moi, Ah, il y a la il y a fiche une de Tout photo simplement de noir. Jean-Pascal. Et voilà. Donc on le salue quand même. Et donc du coup, toi tu viens plutôt du jeu à la base. Oui.
Et comment est-ce que tu as commencé en fait à jouer Est-ce que c'est parce que tu as trouvé ça comme passe-temps après les cours ou, En fait, ma marraine, qui était donc Edith Sebula, qui joue dans le film Entre d'amour, elle joue dans lequel elle joue ma mère. Elle est réalisatrice et elle faisait un film et elle cherchait une petite fille, puisque j'étais vraiment petite, je devais avoir 10 ans, pour jouer Emmanuelle DeVos quand elle était plus jeune. Et donc j'avais passé le casting, j'avais eu ce rôle et sur ce tournage j'ai rencontré un réalisateur qui faisait lui-même un court-métrage, et ensuite j'ai rencontré mon agent. Et donc j'ai mis un pied dans le métier comme ça et j'ai tourné tous mes étés jusqu'à mes 16 ans. Trop bien. Et là, du coup, je ne savais pas que Edith Sebula était ta marraine. Oui. C'est marrant. Et donc, du coup, si je dis pas de bêtises, tu as fait une formation de comédienne, y compris à l'étranger. Ah non. Non, c'est pas non. Si, en fait, j'avais jamais fait de cours de théâtre, donc j'avais toujours joué dans des films, mais juste avec un espèce de naturel qu'on a quand on est enfant et on se pose pas de questions. Et à partir de 16 ans, j'ai pu décrocher un seul rôle. Et j'ai eu mon bac, et à 17 ans, je suis partie donc à Londres, à l'étranger, étudier 3 ans, mais la théorie de cinéma à la fac. Donc aucune pratique, et je me disais, ouais, je fais ça parce que je veux faire de comédienne. En fait, j'assumais pas du tout mon envie. Et quand je suis rentrée, j'ai dit à mes parents, je vais juste faire 1 an de cours de théâtre, et ensuite je reprendrai mon master. En fait, j'ai fait ma première école de théâtre qui a duré 3 ans, ça s'appelle l'école du jeu, et ensuite j'ai commencé à rejouer, à jouer au théâtre, et ensuite j'ai écrit Trop d'amour. Ok, trop bien. Et du coup, aussi, en plus de Trop d'amour, tu avais déjà fait un court-métrage avec ta grand-mère. Est-ce que tu peux nous dire rapidement ce que c'était aussi Oui, ça s'appelle Kneidler, K-N-E-I-D-L-E-R. C'est une recette de cuisine polonaise, juive polonaise. Et c'était dans le cadre du Grand Mass Project, qui était un projet organisé par un producteur qui s'appelle Jonas Parienté et qui demandait à des réalisateurs de filmer leur grand-mère autour d'une recette de cuisine. Et donc, comme c'est le fils, puisque tout est lié, tout est familial dans cette équipe, c'est le fils d'Edith Sebula. Okay. Et donc, c'est lui qui m'a aussi mis le pied à l'étrier avec la réalisation, parce qu'il m'a dit ta grand-mère est fabuleuse. Moi, je la filmais tout le temps sur Instagram avec mon iPhone. Et il m'a dit essaye de la filmer cette fois-ci avec du matos que je te file et d'en faire un film qui dure 8 minutes. Et s'il est bien, je le prends. Et il a pris, et ensuite, du coup, j'avais fait ça, quoi. Je me suis retrouvée avec une caméra, un micro accroché, c'était hyper périlleux. Et ensuite, on a mis le film sur le site, et ça a fait un petit buzz internet. Et c'est là où je me suis dit, il y a un truc à pousser un peu plus loin, hors de la sphère internet. Donc, Trop d'amour. Et tu as bien eu raison. Et d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, le court-métrage est toujours disponible sur YouTube. Oui. Voilà. Donc, Kneidler. Kneidler, Francky Vallah, Grand Mass Project, il y a quelque chose qui sort normalement. Voilà. Et en plus, vous pourrez faire des super bons Kneidler. Oui. Grâce à la Et recette. la recette. Tu voulais dire un truc qui... Oui, mais du coup, comme on a pu l'entendre, tu as tourné beaucoup avec ta famille. Comment on tourne du coup avec sa famille? Est-ce que c'est pas trop compliqué? Est-ce qu'on sait même pas du coup dans le cadre professionnel? Alors, si. Mais justement, c'est pour ça qu'il faut bien les rôder avant et faire un casting dans sa famille. Il y en a qui peuvent jouer, il y en a qui peuvent moins jouer. Et moi, bizarrement, j'avais beaucoup plus confiance en eux qu'en les comédiens. Et les distributeurs m'avaient convoqué une semaine avant le tournage en me disant t'es sûr que tu vas réussir à les faire jouer? Et je leur dis vraiment, croyez-moi, ma famille, je les connais. Et eux, je sais que c'est la générosité qu'ils vont avoir envie ils vont avoir envie de tout me donner, et je suis sûre que tout va bien se passer. Et en fait, il faut juste bien faire son casting. C'est un autre registre de comédien, et ça se fait. Et du coup, le film est notamment filmé à plusieurs moments justement avec un iPhone, si je dis pas de bêtises. Et du coup, toi, tu disais que tu filmais pas mal ta grand-mère sur Instagram avant. Est-ce que dès le début, tu te disais, tiens, j'ai envie de constituer une œuvre, qu'elle soit comme... peu importe la forme qu'elle est. Ou est-ce qu'au début, c'était vraiment juste, tiens, je suis mamie et c'est marrant? Non, c'était vraiment... au tout début, quand c'était des stories Instagram, c'était des stories Instagram. Et dès lors que j'ai voulu en faire une œuvre et que le projet grossisse, je n'arrêtais pas de me dire, au pire, si c'est nul, j'aurai des images de ma grand-mère. Et je pense que ça a aussi permis de dédramatiser le fait de faire un film, un long métrage, alors que j'avais jamais
réalisé quelconque fiction avant ça. Mais du coup, est-ce que par exemple, le film, t'avais pensé à, par exemple, juste l'écrire ou juste jouer dedans, ou tu voulais vraiment, toi, le réaliser dès le début, vu que tu venais plus de du jeu à la base? Ah non, je voulais tout faire. Non, mais par contre, il n'était pas question. Non, je voulais tout faire. Parce que si l'écrire, je me suis quand même. Je ne l'ai pas fait non plus toute seule. J'ai fait venir Agnès Surstel, donc la deuxième version, et on a eu ensuite 5 autres derrière, pour justement avoir un regard extérieur et aussi une maîtrise du scénario que je n'avais pas. Le réaliser, je le sentais bien, parce que finalement, réaliser, c'est régir une équipe et bien choisir son équipe, et ça, je savais exactement ce que je voulais. Et jouer dedans, ça a été inévitable aussi, parce que si je mettais quelqu'un d'autre en face de ma grand-mère et que je lui disais tiens, elle va jouer Francky, je pense que là, je la perdais complètement. Et moi, j'avais une question, donc de passer de story Instagram à un court-métrage à un long-métrage, déjà, quel avantage il y a à faire un long-métrage? Et la complexité, les petits trucs qui sont beaucoup plus, du coup, qui prennent plus de temps à la réalisation. Déjà, j'ai tenté par contre de garder la spontanéité et l'intimité d'une story Instagram. Après, c'est sûr que ça demande une préparation, vu qu'il y a un scénario, ça demande beaucoup plus de préparation, mais t'es aussi moins seul. Donc ça, je trouve vraiment que le plus dur finalement, c'est de trouver ta bonne équipe. Et de trouver ceux qui vont t'entourer, qui vont avoir le même amour pour ton projet, la même envie en fait de mener à bout ce projet. Mais j'ai pas trouvé ça plus dur parce que j'étais très bien entourée. En famille. En famille, et pas que, mais très bien entourée. Donc du coup, tu as dit que tu l'avais coécrit avec Agnès Surstel. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvés à bosser sur un projet qui en plus a l'air hyper personnel pour toi, à l'écrire à deux, vous vous connaissiez de vous en fait? Je l'avais vu sur scène, parce qu'il était humoriste. Donc, je l'avais vu sur scène il y a quelques années, je l'avais adoré. Au début, c'était vraiment avant de jouer au rond-point, j'étais dans une toute petite cave parisienne, donc on avait pris un verre à la fin. Et ensuite, on s'est retrouvés très souvent en finale sur les mêmes rôles en tant que comédienne. Donc on s'était dit un jour, on jouera deux sœurs, et quand il y a été question de trop d'amour, je lui ai proposé le rôle. Et puis elle m'a rappelé un mois après en me disant bon, je n'osais pas te dire, mais je suis enceinte. Donc je ne sais pas quand est-ce que tu comptes tourner. Je lui ai dit écoute, on va réécrire ton rôle et tu seras enceinte. Et même en tant que femme, je trouvais ça hyper important parce qu'elle ne pouvait plus travailler. Enfin, je trouvais ça horrible de me dire une comédienne, au bout de 4 mois, elle a un ventre, elle ne peut plus jouer, elle ne peut plus travailler, elle ne peut plus gagner sa vie. Donc c'était hyper important aussi pour moi qu'elle travaille enceinte. Et c'est surtout elle qui s'est hyper bien adaptée à cette intimité-là et qui a su apporter un regard extérieur sans juger et sans vouloir justement, en gardant justement l'histoire de cette famille-là. Ça a été ma psy pendant 2 mois d'écriture. Honnêtement, ça s'est passé comme ça. Et d'ailleurs aussi, ce que je me demandais, c'est vu que donc, tu joues et tu réalises, comment est-ce que toi tu gérais justement de devoir jouer tout en réalisant et en ne voyant pas en direct, quoi? Est-ce que du coup tu bossais avec quelqu'un qui était là pour te coacher sur le jeu ou je sais pas trop quoi? Oui, elle s'appelle Elena Fichet, elle est comédienne, elle a fait les 3 ans de théâtre avec moi, l'école de théâtre, donc on se connaît hyper bien dans le jeu et hyper bien aussi personnellement. Donc elle était là derrière le combo quand moi je jouais pour un peu me redriver. Et avant, on avait fait un détail dans le scénario où elle avait vraiment toutes mes pensées étaient dans son cerveau. Donc même si j'étais envahie par plein d'autres choses à gérer, elle me disait oublie pas qu'il y a 1 mois quand on détaillait tout, tu m'avais parlé de cette intention de jeu, là tu l'as pas. Donc elle me faisait vraiment un repère. Et par contre, je trouve ça beaucoup plus facile de diriger des acteurs quand tu joues avec eux. J'avais regardé un documentaire qui peut être sur YouTube justement de Xavier Dolan. Où il explique, en fait lui quand il tourne, il y a la caméra et il est collé à la cam, je ne sais pas si vous avez vu, et vraiment il parle aux acteurs en même temps. Et moi j'avais la chance d'être encore plus proche que Dolan de mes acteurs parce que j'étais face à eux et donc je pouvais les surprendre, les amener où je voulais avec encore plus d'intimité, j'étais devant eux. Et du coup il y a des scènes d'improvisation? Il n'y a pas des scènes d'improvisation, mais au cœur de chaque scène, il y a un moment où je faisais entrer de l'improvisation. Mais encore une fois, tout est écrit, il y a des scènes qui finalement marchaient mieux avec les aléas du direct, et notamment surtout les castings avec les fonds bleus, où là il y avait un moyen vraiment de créer cette gêne qui était nécessaire à cette scène. Et après il y a l'autre scène qui est celle de Manoukian, heureusement qu'elle a été écrite, parce que ma grand-mère était fan de Manoukian à ce moment-là, donc heureusement
heureusement que j'ai écrit qu'elle les détestait, sinon on n'allait avoir aucune intrigue dans cette scène. Et justement, tu parles de Manoukian. Il me semble que c'est une histoire un peu marrante sur comment il a rejoint le film. Ouais. En fait, quand j'avais fait Kmegler, le documentaire est passé un moment dans une émission dans laquelle il était chroniqueur, l'émission de Daphné Burki, je crois. C'est ça. Et il avait dit ah, elle est super mignonne cette grand-mère et sa petite fille, j'aimerais trop les rencontrer ou un truc comme ça. Et du coup, je me suis dit, c'est pas rentré dans l'émission. Et quand je me suis mise à écrire cette scène, il me fallait un prof de chant et je me suis dit, ce serait trop drôle de faire débarquer Manoukian. Et je crois que je l'ai écrit sur Instagram, je l'ai harcelé. Donc c'est ça. Je l'ai harcelé par tous les moyens, je connaissais des gens qui le connaissaient. Je disais à Alistair Manoukian qui a fait un truc là qui veut lui parler. Et on est rentré en contact et il m'a dit, je viendrai le jour du tournage, puis plus de nouvelles. Puis une semaine avant, j'ai dit non mais quand même André, il va falloir qu'on te remplace sur une mois. Il a dit non mais je t'ai dit que je serais là. Et il est venu le jour même, il était bel et bien là. Et il a adoré cette famille, il m'a dit j'aimerais revenir à tous nos dîners. Sympa. Oui, j'ai cru que tu m'avais fait un signe. Vas-y. Non. Mais oui, enfin là. Non, ce que je me demandais, c'est du coup pour le jeu, de jouer son propre rôle, ça doit être assez compliqué. Est-ce que c'était plutôt un cadeau dans le sens où du coup, tu connais très bien le rôle, ou est-ce que au contraire c'était un peu difficile de dire c'est pas toi directement, mais en même temps c'est toi qui joues un peu Un peu des deux. C'était un cadeau que je me suis fait de m'offrir ce rôle. Et en même temps, c'était. En fait, parfois, j'avais des petits coups de vertige de me dire ah là, j'espère quand même que c'est pas trop voyeuriste, c'est pas trop narcissique, et pas trop moi, et j'espère qu'on va aussi se dire que même si j'ai ce nom-là, dans le même prénom dans le film, que Francky reste un personnage joué par Francky, mais que c'est pas 100% moi. Mais j'avoue que ça m'a souvent pris la tête, ça, sur le tournage. Du coup, justement, elle est où la limite? Enfin, tu te l'es mise où la limite entre la réalité et la fiction? Parce que du coup, il y a quelque chose de sensible quand on parle de sa famille, de si près, parce que du coup, t'as vraiment fait tourner ta famille. La limite, elle est à partir du moment où on est une équipe de 30 personnes et qu'il n'y avait pas de lumière, parce que je voulais qu'on soit en lumière naturelle, mais à partir du moment où il y a 2 caméras et qu'on a répété, beaucoup répété, ce qui fait que ça devient moins réel, qu'on a préparé la scène, et en même temps, l'idée n'était pas non plus de les fatiguer, surtout les comédiens, pour garder cette vérité-là. Donc c'est constamment sur un film. Après, moi, c'est ce qui me passionne dans mon métier. Et oh non, j'avais commencé une phrase. J'ai plus la fin de ma phrase. Non. Vas-y, Aliette, j'ai plus la fin de ma phrase. Justement, ce qui est surprenant aussi, il y a énormément d'aspects qui sont géniaux dans ce film. Mais ce qui me surprend toujours au cinéma, c'est quand, par exemple, des acteurs jouent des acteurs, donc que ce soit de théâtre ou de cinéma, mais du coup, être réalisatrice, jouer son propre rôle en jouant la réalisatrice, comment ça se passe? Comment ça se passe? C'est-à-dire comment ça se... Ça se goupille ou même ça s'envisage et ça se joue du coup. En fait, c'est aussi une question de temps. J'ai pas eu le temps de penser avec ce film. À partir du moment où j'ai eu l'idée, il s'est passé 2 mois pour l'écrire. On l'a pas financé. En fait, j'ai commencé à faire la première ligne en mai 2019 et on tournait en novembre. Donc autant te dire que j'ai même pas eu le temps de me poser la question qui me pose. Est-ce que tu vas retrouver ta question? Non, attends, on me dit qu'il y a un problème de micro. Ah non. Attends, comment ça on a que l'ambiance? Attends, non mais comment ça... Alors, non. Parce qu'en gros, ça voudrait dire que depuis le début de l'émission, on ne l'entend pas. Non. Non, quelqu'un... Est-ce que la personne qui m'a dit ça dans le chat peut détailler? Je suis désolé de vous couper là-bas du coup. Mais sinon, attends. C'est horrible. Pourquoi est-ce que en répétition tout fonctionne bien? C'est toujours comme ça. Alors, là je crois qu'on nous entend bien. Est-ce que quelqu'un peut me le confirmer dans le chat par exemple? Et si c'est le cas, c'est cool et on reprend l'émission comme ça. Mais là c'est les micro-mains. Oui, mais très faibles. Ok, ah bah c'est pas grave, je vais juste augmenter les micro-mains du coup. Hop. Ok, donc je pense que là on doit être bon, on va pouvoir reprendre l'émission. Est-ce qu'on entend
entendu ce qu'on a dit avant ou on reprend le début? En fait, je pense qu'ils l'ont entendu, mais mal. Juste, est-ce que quelqu'un peut nous le reconfirmer ou pas? Et si c'est ça, on continue. Padam, pam, pam, pam. Augmente encore. Ok, on va augmenter le mix. Pas grave. Pop. Normalement, là, c'est bon. Vous allez nous entendre bien fort. Vous allez souffrir des oreilles. Et ça va être bien. Ok. Je crois qu'on est bon. Ouais, parlez. Oui, c'est bon. Non, je crois que c'est bon. Partez. Non, pas trop fort. Parlez. Quoi, on parfait. parle. On parle. On parle. 1, 2, 1, 2. Non, c'est bon. En fait, c'était marqué parfait et non pas parler. Ah. Partez. Non, parfait, pas partez. Ok, c'est bon. Donc, quelle était ta question déjà? J'ai pas entendu la fin de ta question. Ma question était du juste. coup, comment on envisage le fait de réaliser un film en étant réalisatrice dans son film où on joue une réalisatrice. Ah, oui. Inception. La toupie était où? À vous de la trouver. Et donc du coup, je crois que j'ai retrouvé ma question. En gros, plus ou moins ce qu'il y avait dans l'idée de la question à la base, c'était toi du coup dans le film tu dis que ta grand-mère, parce qu'en fait les gens ont vu la bande, on n'a pas parlé du pitch. En gros, c'est toi qui veux faire un film avec ta grand-mère qui joue dedans. C'est ça le pitch du film. Mais est-ce que ta grand-mère, elle, voulait vraiment... C'était vraiment un de ses rêves à elle de devenir comédienne, star de cinéma ou... Elle a toujours voulu jouer. Son père voulait pas, c'est ce qu'on raconte aussi dans le film. Après, c'était la rencontre entre nos deux rêves, ce film. Et du coup, aussi dans le film, tu dis qu'elle a déjà joué par le passé. C'est complètement faux, ceci C'est est de la complètement faux. fiction. C'est là où la fiction est nécessaire. Parce que je voulais parler de filiation aussi, et je me disais que ça... En fait, je me pose toujours la question pourquoi je veux faire ce métier. Et comme personne dans ma famille fait ce métier et que personne avant moi n'a fait ce métier, ouais. Je me suis raconté ça dans le film, qu'elle l'avait fait elle. Mais c'est pas vrai. C'est pas grave. De toute façon, on est au cinéma. Hein. Et tu sais comment ça a été justement pour ta grand-mère du coup de devoir s'inventer une vie, mais à proprement parler du coup? Eh ben, elle a très bien compris le concept. Je lui disais, tu vois, parfois je lui disais, bah, tu vois, toi en fait, t'es censé avoir joué avant. Donc elle me disait, ok, toi en fait, t'es censé détester André Manoukian. D'accord. Et elle comprenait vraiment ce que ça voulait dire d'endosser un rôle. Non, elle a. Ouais. Okay. Et du coup, sur la fiction, est-ce que l'histoire avec Marguerite Duras, c'était aussi ton projet à la base ou c'est... Ouais, ok. Et du coup, t'as changé pour faire... Ouais, en fait, quand j'ai écrit une première version de scénario, il y avait surtout cette partie-là de Marguerite Duras, de l'adaptation de la pièce. Et très vite, en voulant monter ce film qui est impossible à monter, j'ai réalisé qu'en fait, c'était pas possible pour plein de raisons de faire cette pièce, parce que ma grand-mère pouvait pas apprendre un texte, parce qu'en effet, c'était très triste, parce que c'était hyper dur de parler de la mort avec sa propre grand-mère. Ouais. Et pour toutes ces raisons-là, j'ai dévié sur un film de famille, et donc j'ai voulu aussi raconter le processus dans le film. On va devenir complètement schizophrène, hein. C'est mise en abîme. Mais justement, avec toi, en faisant ce film où je crois que c'est le personnage de Hamza qui dit ça, où tu vas fouiller dans la merde. Tu remues la merde. Tu remues la merde. Est-ce que t'avais peur de certains retours de comment le film pourrait être pris dans ta famille, du coup, en se disant est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas vis-à-vis de ces critères-là, ou est-ce que direct t'étais en mode non, en fait, moi je vais raconter mon histoire et Non, parce qu'il y a tellement d'amour dans ma famille que j'avais pas peur de ça. J'avais très peur par contre de me prendre ça en pleine face de la part des critiques et du public. Ça c'était ça allait encore hein, jusqu'à ce que enfin j'aurais toujours cette peur même quand le film va sortir. Et justement, tu dis que tu parles de la sortie du film. Du coup, toi, nous, on avait vu le film il y a 1 an en festival. Il a fait quelques festivals depuis, mais bon, les salles ont été beaucoup fermées. Comment est-ce que toi, tu t'envisages justement cette sortie qui, donc, du coup, sera sur Canal+, vis-à-vis d'une sortie salle, dirons-nous, plus classique, tu vois comment est-ce que toi, du coup, en tant que réal, tu envisages le truc? En fait, c'était hyper compliqué cette année parce que donc on était complètement à l'arrêt. Le film, on l'a fait avec tellement d'urgence que ça n'avait aucun sens d'attendre autant de temps pour le sortir.
On l'a tourné quand ma grand-mère a 94 ans, aujourd'hui elle a 96. 2 ans à cet âge-là, c'est énorme. Il n'était pas question de faire une promo sans elle ou l'avoir en moins bonne forme et montrer... Enfin, le film, justement, je veux tellement montrer une bonne image d'elle et même de la vieillesse. Je voulais surtout pas filmer ni la maladie, ni la mort, ni la fin de vie. Ça, c'est vraiment un sujet qui est pas possible pour moi à aborder. Donc, je voulais pas, en tout cas, montrer cette image-là d'elle en promo. Donc, il y a eu un moment où, forcément, il y a eu la question qui s'est posée en avril dernier. Et on en a parlé avec mes producteurs et on s'est dit qu'avec tout le soutien qu'on voulait offrir aux salles et aux exploitants, là, pour ce film-là, ça n'avait plus aucun sens d'attendre. La date, je crois, c'était mars 2022. Et donc, on a proposé le film en se disant qu'on allait quand même rester très exigeant sur la plateforme sur laquelle on la sortirait. Et quand on l'a envoyé à Canal et qu'ils ont répondu tout de suite oui, on trouvait que c'était, ça va avec l'histoire du film, ça va avec cette urgence-là. Et j'ai pas eu ce regret de me dire mince, mon film il ira pas au cinéma, parce que mon 2e film ou 3e, enfin les prochains iront au cinéma. Et celui-là, la seule consigne de ce film-là, c'est qu'il faut le faire vite et le sortir vite, et que ma grand-mère assiste à tout ça. Donc c'est une happy ending. Et justement, on dit que les plateformes, c'est un peu le nouveau vidéoclub. T'en penses quoi? Je m'a très mal passé pour le dire, mais ça me désole. J'aimerais au contraire qu'on reste à l'expérience de la salle dans le noir et qu'on aille, dans ce cas, si on garde les vidéoclubs, qu'on aille prendre nos DVD et qu'on... Là, je me suis remise au vinyle, mais je suis désolée, mais c'est tellement génial, un plaisir de sortir ton vinyle, de le mettre, d'écouter l'album en entier. Il y a une espèce de... C'est beau, quoi. Et puis c'est palpable. Enfin, je sais pas, je trouve ça terrible. Enfin, t'as l'affiche en grand. Et ouais. C'est génial. Ouais. C'est presque des goodies, tu vois, quand tu tombes. Donc non, j'aimerais que je suis pas bien placée pour parler des plateformes. D'accord. Et en fait, pour revenir sur ce que tu avais dit, qu'il y avait l'urgence de sortir le film, en fait, une des choses qui, en tout cas pour moi, m'avait beaucoup plu sur le film, c'est que en fait, on sent qu'il y a un truc de faut le faire maintenant parce que, comme tu as dit, 2 ans à cet âge-là, c'est beaucoup. On ne sait pas comment ça va se passer. Et que, en fait, ce qui ressort vraiment de tout le film, c'est beaucoup de sincérité. Et que, forcément, on a tous des familles avec tous des trucs plus ou moins compliqués. Et qu'à la fois, tu es sur un truc qui, même si c'est mélangé avec de la fiction qui est très personnel, pourtant, tu arrives à avoir quelque chose d'assez universel qui est trop fort. Et déjà, là-dessus, félicitations dans la façon dont vous l'avez écrit avec Agnès, du coup, c'était vraiment chouette. Et est-ce que toi, ce film-là, au-delà de l'avoir fait, t'es contente, tu l'as fait pour ta grand-mère. Est-ce que tu t'aimerais que... J'essaie de bien formuler ma question parce que... en fait, j'aime vraiment beaucoup le film. Du coup, c'est pour ça que je suis en mode ça me fait chier, je veux pas mal poser mes questions. Mais en gros... Oui, ça, en fait, toi, tu veux que ce film puisse aussi parler à tout le monde. Ouais, parler à tout le monde. Ouais. Mais justement, j'ai l'impression que plus t'es sincère, plus t'es intime, plus c'est universel. C'est d'ailleurs Jean-Pascal qui m'avait dit ça. On s'était vu juste avant qu'il tourne son film. Et il m'avait dit, en fait, fais un film comme toi, fais un film vrai, ce qu'il a fait lui aussi. Et ça parlera à tout le monde. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. C'est ce que je vais continuer à faire avec mes prochains films. Je pense qu'en fait, qu'il y a on confond parfois l'intimité avec le nombrilisme ou tu vois, le fait que ce soit du coup fermé. Au contraire, je pense que si tu es sincère, tu vas rencontrer quelqu'un dans la rue qui est hyper sincère et qui va s'ouvrir à toi, et ça va vachement plus te parler. Enfin, je sais pas, je suis dans un truc où j'ai l'impression qu'à partir du moment où tu es hyper vrai, ça parlera à tout le monde. Et après, on a aussi vachement travaillé au scénario pour, par exemple, pour que les spectateurs s'identifient au personnage d'Hamza. Tu vois, Hamza, je trouve que c'est un personnage qui est vraiment le point de vue extérieur de cette famille. Il était nécessaire pour faire rentrer les spectateurs dans cette famille. Je voulais pas qu'il y ait aucune question de religion. Même si, forcément, si on parle de la Shoah, on parle de la religion juive, mais je voulais pas ni qu'on la nomme, ni qu'elle soit visible. Donc il y a eu vraiment quelque chose où tout ce qui est... Je voulais pas que ce soit communautaire, vraiment, fallait on a veillé vraiment à ouvrir tout le temps pour que tout le monde s'identifie et qu'à la fin du film... J'espère que vous vous êtes dit, cette famille pourrait être la mienne, ou je fais partie d'eux. Au moins, en tout cas, je suis pote avec eux, mais je les connais. Et c'est justement ce que j'ai adoré dans ce film. Enfin, c'est vraiment un film
qui peut aborder un sujet assez lourd, ce qu'on dit, le travail de mémoire, ce qui a été vécu par nos grands-parents ou des personnes qu'on a connues ou qu'on a croisées ou qu'on a lues dans des livres. Donc ça peut être très lourd, mais c'est abordé avec une telle légèreté, une telle même universalité. Et au-delà d'être... on en a quand même souvent parlé... Enfin, j'ai l'impression qu'on en parle souvent du travail de mémoire, mais finalement, je crois que j'avais vu des pourcentages, c'était 25% des jeunes de 25 ans ne connaissent pas la Shoah. Et j'étais extrêmement choquée parce que, nous, en tout cas, à Saint-Médard... je me rappelle avec l'école avoir fait les commémorations avec les anciens soldats et tout ça, avoir appris le chant des partisans, l'avoir chanté devant l'armée. Vraiment, même mon frère était allé en Normandie, vraiment dans le travail de mémoire. Mais au-delà du travail de mémoire, il y a aussi un aspect culturel et on comprend quand même beaucoup de choses parce que c'est vrai que au-delà de la religion juive, mais c'est vrai que certaines personnes âgées sont, par exemple, je prends un détail, pas un détail, mais dans le film, par rapport au tatouage, c'est vrai que souvent, on dit, oui, les personnes âgées n'aiment pas les tatouages, et en fait, dans ce film, on comprend pourquoi, et c'est... En fait, j'étais là, ah oui, d'accord, je vois. Il y a plein de petits éléments. J'étais là, d'accord, je vois, je comprends. Et même du coup, c'est vrai que c'est un film à la fois qui parle d'une communauté qui a vécu quelque chose quand même de très traumatisant. Mais à la fois, c'est vrai que c'est aussi un aspect vraiment historique. Et par exemple, quand ta grand-mère explique qu'elle... a été, on va dire, pas étiquetée, mais elle a été élevée dans la religion juive, mais sans vraiment la pratiquer, comme beaucoup, par exemple, sont baptisés, mais ne pratiquent pas la religion catholique. Et en fait, les aspects qu'elle explique, je sais que Simone Veil, c'était un peu pareil, et c'est vraiment un film à la fois éducatif, familial, il y a vraiment plein d'aspects. C'est pour ça que ça a été vraiment un coup de cœur, mais même si le festival du FIFIP était vraiment très très bien et la programmation était super bien, mais ce film-là a vraiment été un coup de cœur parce qu'il y a eu énormément de choses et beaucoup d'amour dans ce film. Merci beaucoup. C'était vraiment super bien. Et par contre, ce que tu dis, ça me fait vraiment plaisir parce que, en plus, c'est vrai que moi, j'ai l'impression que c'est comme être un beau prof. Tu vois, si t'as un prof qui est là et qui juste ressort ton programme, tout le monde se fait chier et personne t'écoute. Et si t'as un prof un peu sympa et que tu fais des super présentations et que tu mets des vidéos et que tu souris et que t'es avenant, il y a quelque chose où t'es plus entendu. Et j'avais l'impression que j'avais ce devoir-là de parler de cette histoire-là, mais justement par le prisme de la comédie et avec cette légèreté-là. Et c'est ma grand-mère, pour le coup, qui m'a complètement transmis ça. Mais j'avais l'impression que justement peut-être que j'allais réussir à toucher peut-être 1% de ces 25% qui ont toujours pas entendu parler de la Shoah. Je sais plus c'était quoi ton pourcentage, mais il y avait vraiment la motivation de le faire aussi, de le raconter en me disant si je suis une jeune fille de 25 ans et qu'à mon visage on peut pas se dire elle a des grands-parents déportés, peut-être que je vais plus intercepter en tout cas ceux de ma génération. Et pour revenir à un truc que tu as dit un peu plus tôt, tu parlais du fait que tu parlais de tes prochains films notamment, et est-ce que tu as cette volonté encore de rester dans de l'autofiction ou tu as envie de partir sur des trucs très différents ou même tu jouerais pas dedans, comment est-ce que tu envisages ça du coup, vu que apparemment maintenant tu as vraiment envie d'être réelle en plus d'être comédienne? Je veux continuer à jouer je veux continuer à réaliser. Ce que tu me poses comme question, c'est exactement les questionnements dans lesquels je suis en ce moment. Donc je sais pas, je peux pas te répondre tout de suite. Pas de souci. J'ai envie de rester sur ce fil entre réalité et fiction. J'ai envie de continuer de traiter de sujets personnels. J'aimerais éviter de refaire une autofiction. J'aimerais éviter de jouer dedans, mais après on n'est pas à l'abri de se retrouver dans quelques années et que ce soit encore la même chose. Et j'ai aussi envie j'aimerais bien aller tester la grosse comédie aussi. Ok. Pardon, est-ce que tu voulais dire quelque chose, Agathe? Non. Je m'étouffe. Simplement. Et il me semble aussi que du coup, tu fais du théâtre. Ou non? Ou je me trompe? Oui. Je jouais au théâtre. Ouais. Mais est-ce que du coup, vu que maintenant, t'as joué
à la caméra et sur scène. Est-ce que dans ces deux expériences-là, il y a quelque chose qui te plaît plus sur l'un ou sur l'autre, ou justement tu penses que pour toi c'est complémentaire de faire un peu des deux? J'ai l'impression que c'est des métiers complètement différents. C'est aussi différent de jouer au théâtre que d'être... Enfin, la différence entre jouer au théâtre et jouer au cinéma, pour moi, c'est aussi différent que réaliser. C'est vraiment des métiers complètement différents. Je les aime tous. Vraiment, je les aime tous. Mais c'est vrai que dans le théâtre, il y a une réaction plus spontanée du public. Donc, est-ce que ça peut être... Enfin, c'est très intimidant. Et est-ce que c'est quelque chose que tu... comment on dit? Que tu anticipes, que tu... J'ai perdu le mot. Mais est-ce que je flippe de ça? Voilà. Oui, bah oui, parce que tu joues avec le direct. Moi, j'ai eu une très mauvaise expérience une fois au théâtre où il y a eu des gens qui m'ont dérangé, que je connaissais en plus au premier rang, qui était ma famille. Enfin, ma famille, pas celle dont je parle dans le film, mais ma famille est le plus éloignée. Et justement, tu dois jouer avec le direct et... Bah c'est hyper c'est hyper difficile et en même temps c'est très excitant, c'est sur le fil un peu en fait j'aime bien être sur le fil, j'ai remarqué. Donc non, voilà. Non, c'est bon. Pardon, je me suis levé mais tout va bien. T'as 50 000 casquettes, je sais même pas comment tu gères. Non mais ça va. Et juste à quelqu'un qui dit parce qu'en gros ce soir en plus à la fin, en gros à chaque fois on diffuse un morceau. Et là, du coup, on diffuse un artiste qui s'appelle Soren, qui est un bon ami. Voilà, vous en faites pas, ça arrivera, ce sera juste à la fin de l'émission. Voilà. Pour le moment, on profite de Francky, parce que c'est cool. Et aussi, un truc que maintenant, on va essayer de mettre en place quand on a des invités, parce que du coup, t'es notre première de la saison. Waouh! Je suis content de t'avoir en première. Du coup, on demande à chaque fois, on va demander à chaque fois aux invités de venir avec un film qui compte pour eux. Toi, du coup, c'est Les Amants du Pont-Neuf de Léos Carax que tu as choisi. Et est-ce que tu peux nous en parler un peu de pourquoi ce film-là compte pour toi particulièrement? Alors, c'est déjà le premier film. Moi, quand j'étais plus jeune, j'appelais ça, c'est mon premier film intello. Parce que j'avais aucune culture cinématographique. J'allais vraiment au ciné pour regarder des feel-good movies. Et voilà. Et quand il était question d'aller à Londres, je voulais rentrer dans cette école qui s'appelait King's College. C'était le rêve de ma vie. Et il fallait une dissertation sur un film. Et donc j'avais appelé une amie de ma sœur en lui disant trouve-moi un film un peu intello où ça fait bien de parler de ça. Et elle m'avait dit tu devrais aller regarder le cinéma de Léos Carax. Et vraiment je me rappelle, je l'avais acheté le DVD, je l'ai mis et je me suis posée devant en me disant je vais me faire chier pendant 2 heures. Tu connaissais avant le nom de Léos Carax? Pas du tout, mais je connaissais rien. Et j'avais regardé Boy Meets Girl. Et il y avait quelque chose que je n'arrivais pas à nommer mais qui m'avait bouleversée dans ce film. Et je comprenais pas pourquoi, parce que c'était tellement bizarre. Et j'ai encore revu il y a longtemps, je l'ai conseillé à des copains. Et quand je l'ai revu, je me suis dit, mais c'est hyper chaud en vrai de conseiller Boy Meets Girl à n'importe qui. Mais je sais. N'importe quel Carax. Comment? N'importe quel Carax. Ouais, mais c'est vrai que c'est hyper chaud. Annette, peut-être un peu moins. Mais j'ai fait ma rédaction, du coup, cet essai. J'ai été prise dans l'école. Et à la fin de ces 3 ans, il fallait faire un mémoire sur un réalisateur. Et pour boucler la boucle, j'avais repris Léos Carax. Et j'ai donc toute une histoire. Je pourrais en parler pendant des heures, quoi. Je l'aime. Vraiment, je l'aime très fort. Et du coup, donc, une partie de l'équipe a eu le temps de voir le film, justement. Bravo. Parce qu'on a eu un cours d'élèves, mais c'est pas grave. Ouais, je suis désolée, j'arrive pas à trouver le film. J'ai dit hier, je crois. Tu as dit mardi soir. Voilà, désolé. Mais t'inquiète pas. Et de toute façon, vous voyez bien, l'émission, c'est beaucoup d'improvisation, ouais. Donc c'est pas un souci. Et toi, par exemple, je sais, Guillaume, que tu avais vraiment beaucoup aimé Annette et que tu avais vu d'autres Carax, il me semble. Les Amants du Pont-Neuf et Merde, son court-métrage qui s'appelle Merde. Monsieur Merde. Monsieur Merde, un personnage incroyable. Et moi aussi, c'est un réalisateur qui est en train de me passionner de plus en plus. Et il y a un truc que j'ai remarqué dans ce cinéma, c'est qu'en fait, il arrive à rendre attrayant des milieux ou des personnages qui d'habitude pas qu'on refoule, mais qui nous font peur. Donc Annette, c'est la figure d'un peu du pervers narcissique, où il arrive à rendre donc Adam McDriver je confonds Adam Driver et McHenry Driver attrayant. Pareil pour Monsieur Merde, ouais. où c'est clairement
Un monsieur qui vit dans sa merde. Oui, qui vit dans sa merde, mais c'est un terroriste xénophobe, et pourtant il arrive à le rendre sympathique. Les Amants du Pont-Neuf, c'est le milieu du coup des SDF, où pareil, il arrive à rendre ce milieu. Mais je réutilise le mot d'attrayant, alors que ça n'est pas de prime abord. C'est difficile de rendre tout ça. Il rend les monstres très beaux. Ouais. Et pour ça, et c'est ça aussi qui dérange, je pense aussi chez Carax, beaucoup, c'est justement de rendre les monstres magnifiques. Moi, je pense que je l'ai compris il y a très très peu longtemps, mais vraiment, je dirais même il y a 1 mois ou 2, que c'est exactement pour cette raison-là qui me touche autant. Et je savais pas pourquoi il y a quelques années, parce que je pense que j'étais trop jeune. Et après, quand j'ai commencé même là à creuser mes prochaines idées de films, il y a la figure du monstre et il y a tout ça qui revient. Et d'un coup, j'ai fait un parallèle en me disant, mais en fait, c'est pas pour rien que Carax m'avait touché déjà il y a quelques années. Mais parce que du coup, par exemple, Annette, dont vous avez sûrement entendu parler parce qu'il y a eu un peu des trucs autour. Du coup, ouais, même sur du... du coup, j'ai vu que Merde, Les Amants du Pont-Neuf et Annette. Ouais. Annette, ne serait-ce que par son casting, a un truc un peu plus grand public. Ouais. Et est-ce que toi-même, du Carax plus grand public, c'est toujours un truc qui te passionne ou... J'ai eu très peur, j'avoue, parce que je me suis dit, voilà, Carax... avec un gros budget, avec CG Cinéma, avec tout ça, d'un coup, je me suis dit, c'est pas du tout une équation qui fonctionne. Et en fait, je suis rentrée dans la salle, je me suis posée, j'ai été bouche bée pendant 2 heures. J'avais l'impression d'être à Las Vegas devant un show. Et je me suis vraiment dit, mais il est trop fort. Et justement, j'ai peut-être moins été touchée par Marion Cotillard dans le film et son personnage, mais Adam Driver, j'ai retrouvé du Carax dans ce personnage-là, dans ce monstre détestable, fait qui a tout pour être odieux. Et pourtant, qui te bouleverse, qui te fascine. C'est pas qu'il a tout, il est odieux. Il est odieux. Oui. Mais il a tout pour te dégoûter. Oui, totalement. Et à la fin, pas spoiler, mais je dirais rien de plus. Non, ne dis pas le mot qu'il faut pas. Et mais du coup, est-ce que toi, justement, vu qu'on comprend que c'est un réel qui compte beaucoup pour toi, est-ce que par exemple dans ta façon de réaliser, est-ce que consciemment c'est un cinéma vers lequel tu veux te rapprocher, ou même dans Trop d'amour sur certains trucs t'as essayé de te rapprocher, ou pas du tout, et tu veux faire ton truc de ton côté tout en adorant ce qu'il fait? Alors j'avais juste fait un petit clin d'œil mais que personne n'aura jamais saisi. Vas-y. Quand je suis en trottinette sur le pont. Oui. En fait, je voulais tourner sur le Pont-Neuf, mais à ce moment-là, c'était trop compliqué ce jour-là. Donc je tourne et on voit au loin le pont et Notre-Dame en travaux, parce que je trouvais que c'était aussi symbole de cette époque-là. C'est le seul clin d'œil que j'ai trouvé à faire à Carax. Et le fond d'écran de mon téléphone dans le film, c'est Boy Meets Girl. Okay. Mais sinon, les références que j'avais pour Trop d'amour, vraiment, j'avais tellement pas de temps que j'ai juste bouffé du documentaire sur Dolan et Piala à fond pour essayer de comprendre comment il travaillait, mais pas du tout Carax. Et c'est tout à l'heure, en venant ici, où j'ai re-regardé du coup Les Amants du Pont-Neuf, et je me suis juste dit, c'est marrant. Je pense qu'inconsciemment, il m'a éduquée, même dans le métier de réalisatrice. Finalement, il y a vraiment dans Les Amants du Pont-Neuf, la scène d'ouverture, c'est des plans caméra à épaule, c'est du doc pur quand il est à Nanterre dans le refuge pour les SDF. Et je me suis dit, mais ça, il y a des endroits, en fait, au début où il est sur le fil. Après, il est tellement bon directeur d'acteurs. Il a des acteurs monstrueux, pour le coup. Denis Lavant, moi, ce serait mon rêve dans mes prochains films de jouer avec des grands acteurs comme ça qui paraissent aussi vrais. Parce que vraiment, dans le film, je trouve qu'on pourrait... Enfin, tu me ferais croire qu'il n'est pas comédien et que c'est quelqu'un qui l'a trouvé dans la rue. Je te croirais vraiment. Il y a plein de références. Enfin, notamment même la musique dans les films de Carax, les scènes de danse. Enfin, je sais en fait, de plus en plus, je me dis qu'il a une énorme influence, mais qui se verra dans mes prochains films, je pense. J'ai pas du tout eu le temps de montrer ça dans Trop d'amour. Et pour rester dans le truc des influences, il me semble que quand on avait fait, parce qu'on a fait une interview il y a 1 an, tu m'avais parlé notamment de Maïwenn et de Afia Herzi, c'est ça? Oui, oui. Du coup, qu'est-ce qui en fait dans leur cinéma, toi, t'avais titillé Maïwenn, en fait, c'était
c'est un de mes premiers souvenirs de cinéma avec ma mère, où elle m'avait emmené voir Pardonnez-moi. Donc déjà, elle a compté aussi pour ça, pour ce symbole-là, mais aussi parce qu'elle parle de sa famille, parce que elle joue dedans, parce qu'elle est aussi sur une frontière très très proche du réel. Et Aouzi, c'est plus pour le système D, quoi. Parce que juste avant le film, j'avais découvert Tu mérites un amour, qu'elle avait fait avec très peu d'argent aussi, avec une bande de potes. Et du coup, je l'avais contactée en lui demandant des tips. Elle m'a donné plein de tips pour faire un film pas cher avec de la débrouille. Donc c'est plus dans son processus de travail qu'elle m'a influencée, plus que dans son film en soi. Ok, et il y a un message d'un certain Papouche54. Oh là là, il est là non, mais il est partout. Il a dit qu'il trouvait le père très convaincant dans le film. Est-ce qu'il est vrai dans la vraie vie aussi, pareil ou pas? Parce que c'est vrai, on n'a pas dit, il y a Jack Nicholson dans ton film. Il y a Jack Nicholson, il est partout, Papouche54. Bah papa, coucou papa. On l'embrasse. Ouais. J'ai lu le message. Attends, mais qui a pu voir le film? Parce qu'il y a du monde, mais pas tant que ça. L'acteur. Voilà. L'acteur et le père de Francky. Voilà. Voilà. Attends, est-ce qu'il a... Non, il a pas renvoyé le message, mais bon. Voilà. Il peut jamais s'arrêter en neige. Voilà, donc il était là. Il a fait au moins acte de présence. Et je vérifie juste l'heure parce que oui, en fait, en plus, nous après, on discute avec des gens en vrai. Parce que les gens qui sont là sur le live, c'est pas bien, fallait venir à Saint-Médard. Oui. Voilà. Parce que, mais ce soir, on a quand même une bonne nouvelle, c'est que Trop d'amour a fait plus d'entrées que Dune. Ouais, ça c'est quand même assez et exceptionnel. Ça, je pense que c'est historique. C'est vrai. C'est à retenir. Non, mais c'est vrai que c'est assez rare. Papouche54 fait venir plus de monde que Timothée Chalamet, je reprends complètement ta blague. Et Zendaya et Javier Bardem. Et du coup, donc, on va arriver vers la fin de l'émission. Est-ce que vous aviez des dernières questions à poser à Francky, peut-être? Non. Non. Après, pour parler des apprendre du Pont-Neuf, je sais pas si c'était au courant, mais il y a le making-of sur YouTube. Enfin, pas making-of, un reportage. J'ai dû le voir. C'est sur, je sais plus comment il s'appelle, il a un nom à rallonge. Où en fait on explique du coup le traumatisme qu'a pu créer Carax dans l'industrie du cinéma français avec son film où il y a eu un budget faramineux où il a dû reconstruire le Pont Neuf. Et quand on reconstruit le Pont Neuf, c'est pas juste le pont est terminé, non, les immeubles avec l'eau, enfin ça avait été un joyeux bordel. Et du coup le documentaire est assez passionnant. Donc de voir l'influence qu'a pu créer Carax, comme tu disais, que c'est quelqu'un finalement de très influent. Et on le remarque très bien dans le documentaire. Mais je trouve ça presque pas sympa ce qu'il a vécu. Enfin, c'est même pas presque, je trouve ça dégueulasse ce qu'il a vécu. Parce que il est passé d'enfant prodige à poète maudit. Oui. Parce que il a mal maîtrisé sûrement le budget de son film. En même temps, c'est le rôle d'un producteur, c'est pas son rôle. Et je trouve ça... J'ai l'impression que du coup, on n'a pas du tout considéré son œuvre une fois qu'elle est sortie, parce qu'il a juste été pointé du doigt comme un enfant capricieux qui avait fait perdre énormément d'argent à des producteurs. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est les... c'est les ancêtres de l'harcèlement, quoi, qui a commencé avec lui. Il a été adulé et ils m'ont pointé du doigt du jour au lendemain. Enfin, je trouve ça horrible. Pauvre petit Léo Carax. Mais du coup, pour pas terminer sur une note un peu triste, du coup, ton film sort le 14 octobre sur Canal+. Oui. En plus, il va être aussi diffusé en télé, si j'ai un an, et on est trop content qu'on ait pu faire l'émission finalement. Merci à vous. Merci. C'est trop bien. Voilà. Et donc du coup, on finit toutes les semaines par une recommandation musicale de ma part. Et cette semaine, c'est un artiste qui s'appelle Soren, un artiste toulousain qui, au départ, était avec son groupe The Soulmates. Et il y a quelques années, ils avaient joué au cinéma de Saint-Médard, notamment avant une séance. Et maintenant, il fait de la musique en solo. C'est une espèce de rock en anglais qui, moi, me plaît beaucoup. Et en plus, il se trouve qu'on bosse sur des trucs ensemble à côté. Donc forcément, j'aime encore plus sa musique. Enfin, je bosse avec lui parce que j'aime sa musique et c'est vraiment quelqu'un de très chouette et qui commence à faire des scènes chouettes. Par exemple, cet été, il faisait une avant-première, pas une avant-première, une première partie de Véronique Sanson. Incroyable. Voilà. Et donc c'est quelqu'un à qui je souhaite beaucoup de
beaucoup de bonheur dans sa musique et de réussite. Et là, sort demain matin une live session de son morceau Landmarks qui parle de trouver ses repères. Et on a de la chance parce qu'en fait, on a la vidéo. Du coup, on va pouvoir vous la lancer ce soir en avant-premiere. Trop bien. Voilà. Et donc, du coup, on va se quitter sur Landmarks de Soren. Voilà, vous pouvez le trouver sur toutes les plateformes, lui, même sur Instagram, hein, vous savez faire. Je vais vous lancer le clip et on va se dire au revoir une fois que le clip sera prêt. Du coup, je sais pas si toi, Francky, tu voulais dire un dernier truc avant de quitter ce gentil public qui était là, parce qu'ils ont été gentils dans le chat, c'est cool. Qu'est-ce que j'en... Non, t'es pas obligé de dire un truc. Hein. J'ai une recommandation pour Soren. Carrément, vas-y, dis, il va adorer. Ce n'est pas parce que je connais la personne qui a cette plateforme, c'est vraiment parce que c'est hyper utile pour les artistes. Il y a une plateforme qui s'appelle Groover, Grover, où les artistes qui ont enregistré un EP peuvent envoyer leurs morceaux et choisir en fait les médias à qui ils l'envoient. Et au pire des pires, ils ont un retour. D'accord. Et au mieux, il y a des labels, donc il y a des rencontres, il y a des passages en radio. Et c'est quelque chose que je rêverais de pouvoir utiliser pour le cinéma. Ça n'existe pas encore, donc si des gens nous écoutent et veulent monter ça pour le cinéma, c'est ce à serait développer. génial. Mais tu devrais en tout cas conseiller à ton pote d'envoyer son son sur Groover parce que ça ouvre tellement de portes. Et on manque de ça dans le ciné. Bah carrément, du coup, je crois qu'il regarde l'émission là, donc il va le savoir. Et du coup, voilà, c'est bon, le clip est prêt. On vous le lance, on vous souhaite une très bonne soirée. Nous, je vais peut-être me remettre devant la caméra juste le temps de dire au revoir. Voilà, nous, Galaxy Cinéma, c'est tous les jeudis soirs. D'habitude, on n'a pas d'invité, donc là, on est trop content d'avoir une invitée. Sinon, on parle à chaque fois de 3 films sortis dans la semaine, de façon tout à fait détendue. Et aussi, dans 2 semaines, nous allons faire une émission spéciale au FIFIB. D'ailleurs, il me semble que toi, tu avais dit oui pour revenir. Moi, je quitte jamais le FIFIB. Voilà, je serai encore là. Voilà, Francky sera encore là. Et donc du coup, voilà, on vous dévoile pas encore tous les invités qui seront présents dans l'émission, mais il y aura vraiment des têtes très chouettes, ça va être cool. Donc ça, c'est dans 2 semaines. Et sinon, voilà, toutes les semaines, on parle de films. Donc à la semaine prochaine, et profitez bien de Landmarks de Soren. Et merci à vous. Merci Francky. Merci. Au revoir. Ok, en fait, on est de retour. Désolé, Soren, il y a eu un mini problème technique. Je remets ta vidéo. Mince, pourquoi est-ce qu'on n'a pas vu ta vidéo? Parce qu'elle est trop bien en plus. Oui, d'ailleurs, je l'ai pas dit, elle est réalisée par David Virouge. Coucou David. Voilà. J'espère que tu vas bien. Coucou David. Mince, attends. Alors, bougez pas, on est là. La vidéo ne veut pas se lancer, mais on va trouver un moyen parce qu'on est trop fort. Parce que c'est ça Galaxy Cinéma aussi, c'est de l'aventure, des rebondissements. Capture de fenêtre. Capture de fenêtre. Et là, on va capturer la vidéo. En fait, je crois qu'il y a une protection sur la vidéo qui fait que je peux pas la regarder et c'est un peu chiant. Oh non, vous en faites pas. Alors, les super fans de Soren, là, bougez pas. On va le... Non, ils l'entendent pas. Alors, très bien. Nous allons lancer la vidéo à travers autre chose. Du coup, voilà, Francky, comment se passent les émissions? Souvent, il y a des problèmes qui apparaissent un peu comme ça. Mais bientôt, on aura des techniciens. J'y crois pas. Bientôt, on aura des techniciens. Et aussi, pendant FIFIB, je serai mieux à la régie. J'aurai l'ordi près de moi, ce sera plus simple. Alors, voilà. J'essaye de combler, mais la vidéo ne veut pas se lancer. Non, ça me fait chier parce que le morceau, il est trop bien en plus. Et ça fait un peu défiler Jacques Muc, comme quelqu'un l'a dit. Vous le voyez pas la personne à la caméra, mais quelqu'un l'a dit, c'est vrai que ça ressemble un peu. Alors, je crois que je peux vous la montrer. Tac. Non, pas ça. Pourquoi non? Ouais. Non. Oui. Non, peut-être. Alors, Soren, je suis vraiment désolé. Je crois qu'il y a un problème avec ta vidéo. Et je m'en veux. Du coup, si vraiment j'arrive pas à la mettre, je vais mettre ton morceau classique. Ouais, je vais mettre ton morceau classique. Je suis tellement désolé. Parce qu'en plus, la vidéo a l'air chouette. Donc, je vais vous
lancer la vidéo YouTube de son morceau, qui du coup n'a pas le clip, mais n'hésitez pas à aller le voir demain matin. Parce que ça sort, et ça va être trop bien. Et je suis encore désolé, Soren. J'ai hâte de voir tes messages ensuite. Passe une bonne soirée, Sol. Hop. Tac. Oh, mais non, mais c'est incroyable. Vous pouvez sortir si vous voulez. Je parle à des gens dans la vraie vie. Mais non, mais d'habitude ça marche bien en plus et tout, c'est trop bien. Ouais. Non, toujours pas. Soren, je crois que je vais devoir passer ton morceau mais sans le montrer. Voilà. Je suis vraiment désolé. Sinon, mec, on je le suis chante. trop désolé. Du coup, on va passer ton morceau, on va juste l'entendre. Gros bisous. Voilà, à plus. Just little desires rising up the fire. I'm crossing all the lines on my way from the past. I've been here right in the heart. And if you're on my side, you notice that I'm not that guy. I'm not a liar. You know that I can trust no one, but I'm still alive. I need to find my place, but I don't know how. I can still hide. I just keep on being mad. I feel anxious all the time. Let me go. I can't hold my face so fucking sad. Too much pressure on my back. I need to find my landmarks for you now. Growing up being tired in a house on fire. I'm facing all my fears. I can't be the one here. I wanna start the tears. Now I can't deny that it was not the real me. That night when I made you cry, I hope someday I could be found with all the lies. It's time to realize that I'm not so right. It can be hard. I just keep on being mad. I feel anxious all the time. Let me go. I can't hold my past so fucking sad. Too much pressure on my back. I need to find my landmarks for you now. And I can't show the ghost of time, 'cause I can't spend all my life behind. The way try to close my eyes, I feel that I'm falling, 'cause I just keep on being mad. I feel anxious all the time. Let me go. I can't hold my back so fucking sad. Too much pressure on my back. I need to find